J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est un sujet extrêmement difficile auquel nous allons nous attaquer dans cette émission. Et c'est un sujet qui mériterait d'abord une mise au point pédagogique. Parce que malheureusement en Algérie, on ne fait pas l'effort d'expliquer aux citoyennes et aux citoyens la différence entre l'analyse, le commentaire et la vie personnelle. On n'est pas là pour nous donner notre avis personnel. Notre avis personnel ne compte pas. Ce que pense Abdou, ce que pense Aïssa, ce que pense Aïcha, ce que pense Hamida, c'est pas ça le plus important, ça ne compte pas. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est des analyses objectives, basées sur des faits réels, étayées par des arguments rationnels, avec une certaine compréhension de la complexité du réel en Algérie, avec des éléments factuels, des grilles de lecture qui sont liés à la réalité, pas à la subjectivité de l'être humain. Je vous dis cela parce que nous allons parler des services secrets algériens. Et ça fait des années que, à chaque fois que je parle de ce sujet, on me dit « Ah, Abdou, il travaille pour le DRS, Abdou, il est nostalgique du DRS du général Tawfiq, Abdou est un homme des services algériens, Abdou, il a un clan au sein des services algériens, Abdou, il est un pion de ce clan, Abdou, il a des connexions avec les services algériens, Abdou est un adorateur des services, Abdou, ça n'a rien à voir. Les gens n'arrivent pas à comprendre l'utilité et l'intelligence de nos propos. Le régime algérien aujourd'hui, depuis la crise politique de 2019, nous ne cessons de connaître, de subir une instabilité dangereuse, pas chronique. Nous sommes dans une instabilité permanente. Une instabilité dangereuse avec à chaque fois des épisodes de lutte de clans, de règlement de compte, de disputes entre différentes factions du régime, de limogeage, de purge, d'emprisonnement, de chasse à l'homme, de vengeance, de guerre de clans. Pourquoi? Parce que le régime algérien a perdu son régulateur, sa principale instance de régulation, qui était les services secrets algériens. Je m'explique. Je l'ai dit 1000 fois. Le régime algérien, le pouvoir politique et militaire en Algérie a été toujours stable quand 3 de ces têtes fonctionnaient harmonieusement. Présidence de la République, état-major de l'armée et service secret. Quand ces 3 têtes cohabitent, coexistent, se concertent, se respectent, se dialoguent et dirigent le pays de façon collégiale, l'Algérie connaît une stabilité qui lui permet d'amorcer des programmes de développement, de créer des emplois, de créer des richesses. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Bouteflika. Malgré qu'il y a eu des disputes entre Bouteflika, l'état-major de l'armée, pour son second mandat, mais avec l'arrivée de Gaïd Salah et le général Tawfiq, il y a eu une réelle harmonie dans le fonctionnement du pouvoir algérien, de 2004 jusqu'à 2014, à l'exception de l'épisode de 2014 où le général Tawfiq ne voulait pas cautionner le 4e mandat, mais pendant 10 ans, de 2004 à 2014, le pays a connu une stabilité. Il y a eu des épisodes, il y a eu des scandales, il y a eu des tensions internes, il y a eu des divisions, mais qui ont toujours été gérées pacifiquement, qui ont été gérées intelligemment, avec des dégâts limités. Il y a eu l'épisode des scandales de corruption de Sonatrach, il y a eu l'autoroute Est-Ouest, mais ça n'a pas ébranlé le pays. Aujourd'hui, on se retrouve dans un pays totalement bouleversé par les conséquences de la crise politique de 2019. Un pays où il y a eu plus de 230 officiers, des officiers militaires de l'armée qui sont des officiers supérieurs qui sont prisonniers, presque 20 ministres qui ont été emprisonnés, au moins 3 anciens premiers ministres sont en prison, avec une nervosité permanente, une persécution généralisée des libertés publiques et individuelles, un champ politique et économique totalement verrouillé, alors que entre 2004 et 2014, les 10 ans, d'ailleurs, c'était les 10 belles années de l'Algérie, avec une croissance économique importante, avec des programmes de développement, avec des nouvelles infrastructures, avec des réserves de change qui ont atteint presque 200 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que le pays était stable.
Parce que l'état-major de l'armée, Bouteflika et le général Dovir, cohabitaient, se parlaient, se concertaient et régulaient le fonctionnement du régime quand il y avait des dysfonctionnements, des anomalies ou des tensions internes. Depuis la disparition du DRS, quand on dit que la disparition du DRS en 2015 a causé du tort, elle a été finalement mal gérée, la réforme de restructurer les services secrets algériens a été louable, des intentions louables, intelligentes, bien faites, mais malheureusement, elle n'a pas permis, celui qui a succédé au général Touver, général Bachir Tartak, n'avait pas la carrure, n'avait pas joui du même pouvoir d'influence, donc il a été effacé au profit de la présidence. Il y a eu un choc entre Gaye Salah et les Bouteflika à la veille du Hirak, et le Hirak a éclaté, et le pays par la suite a changé complètement de fonctionnement. Le fonctionnement habituel qui a permis à l'Algérie d'être stable depuis la fin de la décennie noire, parce que même durant le premier mandat de Bouteflika, ça va. Contre l'armée, Bouteflika, il y avait des tensions, il y avait quelques nervosités, il y avait quelques pics de tension, mais c'était gérable. Bouteflika, quand même, a réussi avec Touver à remplacer Mohamed Lamari en 2004 et à avoir un chef d'état-major qui était conciliant, qui était, on va dire, favorable à un rôle limité de l'état-major dans l'armée sur les affaires politiques du pays, qui était Ahmed Gaye Saleh, et ça marchait bien. De 2004 à 2014, regardez ce que le pays a réalisé. En termes de logement, en termes d'infrastructure, en termes de la naissance d'une classe moyenne, en termes de l'amélioration du niveau de vie de la population algérienne. Regardez comment les indicateurs du développement humain se sont améliorés pendant cette période-là. C'était la période phare de l'Algérie. Regardez comment les réserves de change se sont renforcées. Pourquoi? Parce que le pays était stable. Et cette stabilité est due à quoi? Chaque pays a sa façon de garantir la stabilité. On ne peut pas importer des modèles des autres pays. L'Algérie ne peut pas fonctionner comme la France ne peut pas fonctionner comme la Suisse, l'Angleterre ne peut pas fonctionner comme l'Allemagne ne peut pas fonctionner comme la Norvège, etc. C'est pas grave, on n'est pas obligé de copier des modèles et des recettes. La recette algérienne était que les trois institutions suprêmes du pays, état-major de l'armée, service secret et président de la République, cohabitent en toute harmonie et régulent le fonctionnement du système de gouvernance du pays. Ça donnait des bons résultats dans 2004-2000. Aujourd'hui, depuis 2019, pourquoi ça ne marche pas? Parce que nous avons, premièrement, 2019-2020, Ahmed Gaye Salah, le chef d'état-major de l'armée, a monopolisé tout le pouvoir. Donc, il a écrasé les deux autres institutions du régime, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il y a eu une instabilité. Ensuite, il y a eu une mort. Sa mort, brutale, mystérieuse, comme le dit le monde. Elle suscite toujours des interrogations de la mort de Gaye Salah, mais ça sert à rien qu'elle soit programmée ou pas. L'essentiel, c'est qu'il est mort. Le résultat sera le même. Le successeur de Gaye Salah, Chengreha et Tebboune, ont créé un nouveau système, qui n'est pas le système que connut l'Algérie habituellement à la fin de la décennie noire. Le système qui a permis à l'Algérie de se pacifier, de se stabiliser, de se développer, de sortir de l'ornière, de surmonter les blessures et les dégâts de la décennie noire, c'est ce système-là. Tricéphéral, on va dire. Un système de triptyque. 3 têtes. Là, Chengreha et Tebboune ont monopolisé le pouvoir. Ils ont totalement écrasé les services secrets. Ils ont bousillé les services secrets qui étaient déjà bousillés, bousculés et fortement déstabilisés par une restructuration qui n'a pas été gérée intelligemment et correctement en 2013-2015. Après la crise politique de 2019 et l'arrivée de Tebboune en 2020, on a écrasé les services, on a clochardisé les services secrets. La preuve, il y a eu, regardez, 5 patrons au niveau du renseignement intérieur, 6 à 7 patrons au niveau du renseignement extérieur, et 2 à 3 patrons minimum au niveau du renseignement militaire. On a fait 10 changements en 5 ans. C'est quand même incroyable, on va les compter. Direction générale de la sécurité intérieure. Depuis la crise politique de 2019, on a eu Wassini Bouazza, on a eu général Rachid Abdelghani Rachdi, on a eu général-major Jemal Khal Mejdoub, on a eu Nasser Djen, et on a eu Aïtoua Rabi Abdelkader, général Hassan. 5 patrons en 5 ans. Pratiquement. 6 ans, 2019-2025. On va dire 6 ans. 5 patrons. Le renseignement extérieur. Il y a eu, donc, colonel Kamel Din Rameli en 2019-2020. Ensuite, général Youssef Bozé 2020-2021.
Général-Major Mahfoud Nourdine Makri 2021-2022, Kamel Lekhal Mejdoub 2022 en 2022, il est resté à peine 3 mois. On a changé ensuite pour ramener Abdelghani Rachdi, ça fait 5. 2022, la même chose, juillet 2022, septembre 2022. Mahanna Djebbar, ensuite, Sadr. 7. Général Rachdi Fethi Moussaoui. 7 patrons de l'enseignement extérieur, 5 à 6 patrons de l'enseignement intérieur, ça fait calculer 10, 11, plus on va avoir le renseignement militaire, la DCSA. On a eu donc, alors DCSA c'était le massacre, il y a eu donc 2019 général Abdelouahab Babouri qui a fini en prison, ensuite général Boubacar Nabil qui a fini en prison, général Sidi Ahmed Ould Zmelli qui a été enlevé entre 2020 et 2022, Abdelaziz Chouitar qui est resté à peine 6 mois, ensuite le général Mahrez Djeribi, colonel était colonel, se promu général, de 2023 aujourd'hui, il a été suspendu et sanctionné dans l'affaire, dans le siège scandale de la Sarjan. Et on ne connaît pas est-ce qu'il sera remplacé ou pas remplacé, est-ce que son limogeage est provisoire, est-ce qu'il va être réhabilité, on ne sait pas. C'est le flou total. 5. Donc 5 renseignements militaires. Ça fait 16 changements. 16 changements en 6 ans. C'est un pays instable. Or, pourquoi les services de renseignement sont importants pour la stabilité d'un pays? Et ça, on fait de la pédagogie, ça, c'est pas un avis. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de ce sujet, Abdou, il est pour le retour du général Tofir, Abdou, il est l'esclave des services. Prenons la plus grande démocratie du monde, les États-Unis d'Amérique. Ils ont 18 organismes de renseignement, 18 services de renseignement. Les États-Unis d'Amérique, la plus grande démocratie du monde. La CIA, le FBI, la DIA, la NSA, la NGA, la DEA, 18 services de renseignement. Certains services de renseignement ne sont même pas connus. Pourquoi les États-Unis d'Amérique, ce qui est une démocratie, qui est l'une des démocraties les plus avancées du monde, une démocratie imparfaite, certes, mais il n'y a pas de démocratie parfaite, ont autant de services de renseignement. Parce que pour gouverner un pays, pour bien gouverner un pays, pour protéger sa sécurité nationale, pour protéger l'ordre public, pour amorcer des dynamiques de développement, il faut s'appuyer sur l'intelligence. Quel est le rôle d'un service de renseignement? Parce qu'en Algérie, malheureusement, notre histoire, compliquée, complexe, on assimile les services de renseignement à la police politique. C'est malheureux parce qu'il y a eu la répression, à l'époque de Moumeddine, les événements de la décennie noire, etc. Donc, qui dit service secret, dit police politique. C'est pas le cas. Ça, les services secrets, c'est un instrument. Quand il est bien utilisé, il y a des bons résultats. Quand il est mal utilisé, il y a des résultats chaotiques. Les services secrets ne sont pas là pour surveiller les citoyens, les réprimer, les emprisonner, les torturer. Les services secrets sont là pour donner de l'intelligence, c'est-à-dire offrir du renseignement, donner les données les plus précieuses, les informations les plus fiables pour permettre aux décideurs politiques et militaires de prendre les bonnes décisions dans la gouvernance d'un pays. C'est ça le rôle. Le rôle n'est pas dans l'opérationnel d'abord, c'est dans la lutte contre le terrorisme, contre la cybercriminalité, contre la criminalité dangereuse, financière, etc. Le rôle est aussi d'informer, d'enquêter, de comprendre, d'anticiper les évolutions du monde, de comprendre les menaces à venir et les menaces présentes, et d'informer les décideurs et de leur offrir encore une fois les données les plus précieuses, les plus fiables, parce qu'une bonne décision, qu'est-ce que c'est qu'une bonne décision pour un chef d'État, ou pour un général, ou pour un décideur civil ou militaire? Une bonne décision, c'est une décision qui s'appuie sur des données fiables, sur des données confirmées, sur des données, sur des informations correctement lues, interprétées, analysées, décryptées, contextualisées, et voilà. Et surtout, des informations et des données qui sont vraies, qui correspondent, et qui arrivent à fournir des explications sur l'évolution du réel d'un pays. C'est ça le rôle des services de renseignement. Les États-Unis d'Amérique, ils sont pas cons pour avoir 18, ils auraient pu avoir que la CIA et le FBI. Et avoir des services de renseignement puissants, ce n'est pas une menace contre la démocratie par définition, au contraire. Pourquoi les services de renseignement aux États-Unis ne menacent pas la démocratie américaine?
Parce qu'il y a un contrôle. Parce que les États-Unis d'Amérique, les services de renseignement appartiennent ils sont contrôlés par des organismes de l'État. Ils sont tous, par exemple, il y a une coordination de tous ces services de renseignement au niveau du directeur de l'enseignement national, qui s'appelle l'ODNI aux États-Unis. Et l'ODNI est placé sous l'autorité du chef de l'État, qui est élu démocratiquement. Et voilà, l'ODNI, il fonctionne de façon transparente, avec des textes réglementés, avec des lois qui sont votées par le Parlement. Et le Parlement aux États-Unis, le Congrès, il a des commissions d'enquête, des commissions de contrôle sur les différents services de renseignement américains. Il y a des services de renseignement américains importants qui sont rattachés à des ministères. Par exemple, le FBI, qui est dans le contre-espionnage, donc les enquêtes sur la criminalité, les grandes affaires de corruption, les menaces contre la sécurité interne du pays, c'est le ministère de la Justice américain, c'est le département de la Justice. Donc c'est un département ministériel. Un ministre, il est choisi par un président qui est élu démocratiquement. Donc voilà, il y a des organes, il y a un contrôle législatif, il y a un contrôle judiciaire, il y a des instances judiciaires qui sont... On ne peut pas mettre sur écoute n'importe qui s'il n'y a pas les autorisations du juge. Il faut qu'il y ait il y a des contrôles indépendants. Chaque agence de renseignement aux États-Unis, elle a un inspecteur général qui est chargé d'enquêter sur les abus internes. C'est pour ça que ça marche bien. Et c'est une grande démocratie. Mais est-ce que la démocratie américaine aurait pu prospérer, aurait pu survivre à toutes ces crises, à toutes ces péripéties, aurait pu continuer à se pérenniser dans le temps s'il n'y avait pas la puissance de l'appareil du renseignement américain? Jamais de la vie. En France, la même chose. En France, ils ont 6 services de renseignement. Il y a au moins 6 services de renseignement et qui sont tous placés au niveau d'un organe, il y a un coordinateur, etc., qui s'appelle la Commission nationale de contrôle, ça, au niveau du Parlement. Au niveau de la présidence française, il y a le coordinateur national du renseignement de la lutte contre le terrorisme. Et au niveau du Parlement, il y a une Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et des délégations parlementaires du renseignement. Donc il y a un contrôle législatif, il y a un contrôle réglementaire. Les parlementaires en France sont élus, le président il est élu. Donc pourquoi c'est important d'avoir un appareil de renseignement puissant? Parce qu'un pays a toujours besoin des services de l'intelligence pour pouvoir bien s'autogouverner ou se développer. Là, il ne s'agit pas de garantir uniquement la sécurité nationale et se protéger contre les menaces sécuritaires. Il n'y a pas de sécurité sans développement, mais il n'y a pas de développement aussi sans sécurité. C'est extrêmement lié. Nous, en Algérie, on a détruit nos services de renseignement. On les a clochardisés. On les a pas reformés. On les a pas démocratisés. On les a pas transformés en un outil professionnel. On les utilise à chaque fois ou pour la police politique ou pour réprimer les libertés publiques et individuelles. Et quand ces services deviennent dangereux pour les décideurs, on les détruit et leurs chefs, on essaie de les emprisonner. C'est ce qui se passe avec Tebboune et Chengueria. Tebboune et Chengueria monopolisent le pouvoir. Ils ne veulent pas d'un patron des services. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que si on nomme un patron des services, ils seront obligés de partager leur pouvoir avec lui. Parce qu'un patron des services va accéder à tout. Il va comprendre ce qui se passe au sein de l'État. Il aura l'information avant eux. Il aura les contacts avec tous les responsables du pays avant eux. Il va pénétrer parce que les services d'enseignement sont présents dans toutes les institutions de l'État. Donc pour eux, pour Tebboune et Chengueria, un patron des services ou un coordinateur entre les services secrets algériens sera un concurrent, qui sera potentiellement l'adversaire, qui pourra par la suite les renverser, qui pourra en tout cas mettre fin au monopole du pouvoir dont ils jouissent depuis 2020. Parce que Tebboune et Chengueria ont imposé un monopole. La décision est monopolisée. Tout ce qui est militaire, c'est Chengueria, tout ce qui est politique, économique et social, c'est Tebboune, et pour les grandes orientations et décisions de l'État, c'est Chengueria et Tebboune qui pèsent. Et qui décide, et qui se concerne. Les autres, c'est un légume sur un couscous. C'est vrai que le général Toufer est en haute consulté, que Mohamed Jebbar, des fois, il avait son mot à dire, et que nous allons mourir, il a été consulté. Mais c'était c'est des consultants, à titre consultatif. Mais le pouvoir est vraiment monopolisé par l'état-major de l'armée et la présidence. Ça ne permet pas à l'Algérie d'être stable. Pourquoi? Parce que l'état-major et la présidence sont des services de renseignement puissants, structurés. Ils ne leur fournissent pas les données nécessaires et les informations nécessaires et intelligentes pour prendre des bonnes décisions. Et un monopole du pouvoir entre deux instances, ça restreint le champ d'action de consultation.
Et quand deux décideurs décident de ce qu'ils veulent, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'interlocuteur qui pourrait leur dire vous vous trompez, etc. Ce serait bien de faire ceci, ce serait bien de faire cela. Il n'y a pas de quelqu'un qui peut leur remettre, et leurs décisions ne sont pas remises en cause. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Or, dans un pays, on a besoin de contre-pouvoir. Il y a toujours le pouvoir et le contre-pouvoir. Et les services de renseignement en Algérie ont joué le rôle de contre-pouvoir. Dans les grandes démocraties, c'est pas un contre-pouvoir au sens propre du terme, parce qu'il y a des instances démocratiques qui sont l'opposition, le Parlement, etc. Mais ils jouent quelque part, les services de renseignement, même dans les grandes démocraties, ils jouent le rôle de contre-pouvoir. Ils enquêtent, ils corrigent, ils permettent aux politiques et aux décideurs du pays d'avoir des informations très correctes, des informations solides, des informations justes sur la réalité nationale et internationale. C'est ce qui permet à ces décideurs d'élaborer des politiques en intelligence, en conformité avec les besoins, avec la réalité de leur pays. Peut-être que ils sont isolés dans leur forteresse. Les rapports sont complètement faux, faits par des conseillers qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas d'expérience, qui connaissent pas l'Algérie très bien. C'est quoi les conseils de Tebboune? C'est des magistrats, c'est des anciens journalistes, d'anciens politiques, pas plus. La Chenguelaha aussi, il est entouré de conseillers qui sont tous des anciens militaires comme lui, ils viennent des casernes. Il leur arrive de consulter les ancêtres à les services, mais les services, les agents, les patrons des services, les officiers des services, c'est eux qui se frôlent à la réalité. Un président américain, sans un bon directeur de la CIA, il sera jamais un bon président. Sans un bon directeur du FBI, il sera jamais un bon président. Pourquoi? Parce que ces patrons de la CIA et du FBI, qui sont en contact permanent avec la réalité, qui sont capables d'appréhender cette réalité, de comprendre la complexité des événements, d'avoir des informations de première main, d'avoir des sources présentes partout, d'avoir les données les plus précieuses, les plus secrètes, les plus confidentielles. C'est comme ça qu'on construit une bonne décision. Mais quand tu n'as pas de données, quand tu n'as pas d'informations, quand tu n'as pas de lecture intelligente et réelle, efficace, intelligente et juste de la réalité, bah tu pourras pas comprendre la réalité, tu peux pas t'adapter à cette réalité-là, tu prends des mauvaises décisions. Donc le monopole du pouvoir par le duo Tebboune et Chenguelaha est extrêmement mauvais. Tant que nous n'avons pas un patron des services secrets, tant que nous n'avons pas réhabilité les services secrets, je veux dire les réhabiliter dans leur mission première, encore une fois, les services secrets, c'est pas la police politique. Parce qu'aujourd'hui, le général Hassan, il a arrêté les arrestations politiques. Depuis l'arrivée du général Hassan, il a reçu les arrestations politiques. Facebook, un commentaire sur Instagram, ça a énormément, pratiquement disparu. Mais tu peux utiliser la police et la gendarmerie pour arrêter les opposants et les activistes, t'as pas besoin des services secrets. C'est pas vrai. Et ça veut dire quand un pays où il est démocratique, où il ne l'est pas, c'est pas parce que tu as des services secrets puissants que ce pays-là n'est pas démocratique. C'est complètement faux. Un pays peut ne pas être démocratique en s'appuyant sur sa police et sa gendarmerie pour réprimer. Il n'a pas besoin des services secrets, le mukhabarat. Encore une fois, il faut sortir de ces préjugés. Il faut comprendre qu'un pays a besoin d'institutions fortes. Et que les services secrets, c'est une institution sécuritaire importante. Et quand Abdou Samar demande cela, c'est pas parce qu'il veut que les services secrets algériens remonopolisent le pouvoir ou le retour du puissant. Pas du tout. Moi, je veux la stabilité et le développement de mon pays. La France serait développée et serait devenue une puissance. Ça n'avait pas la DGSE, la DGSI et les 6 services de renseignement. Vous verriez des intellectuels français ou des journalistes français diabolisés en permanence les institutions de leur pays. Non. Quand il y a un problème, il faut réformer, changer les chefs, lutter contre les mauvaises pratiques. Mais on ne détruit pas les institutions. En Algérie, on a détruit l'institution. On a massacré cette institution qui sont les services secrets. On a fait des services secrets des enquêteurs et des trackers de Facebookers et d'internautes et d'opposants politiques. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc, on a un chef d'état-major et un chef d'État qui sont isolés, qui sont que dans leur forteresse. Ils lisent que des rapports totalement bâclés, expéditifs. Ils ont aucun contact approfondi avec la réalité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un patron des services qui les conseille, qui leur dit la vérité sur ce qui se passe. Qui leur dit la vérité, rien que la vérité, parce qu'on ne gouverne pas un pays avec le mensonge, avec des fausses informations. Il y a un patron des services qui leur donne des vraies infos, détaillées, approfondies, avec des lectures réelles, intelligibles, et qui les conseille dans certaines orientations pour adopter la bonne gouvernance qui manque malheureusement cruellement à notre pays.